pathologies, des troubles cognitifs. Ah, c'est une question, ça c'est important. Okay. Alors déjà, moi je vais reprendre un aspect qui est très important. Alors justement, je vais reprendre ce que c'était dit par rapport à la consultation des différents professionnels. C'est vrai, c'est une vraie galère. Et moi je dis déjà une chose qui est très importante. Déjà, il faut arrêter d'idéaliser le médecin et le psychologue. Alors, il faut arrêter, c'est normal. Nous, quand on est malade, on a une forme de régression, c'est-à-dire on devient un peu comme des enfants. On demande à quelqu'un de se prendre soin de nous. Donc, forcément, notre esprit critique est un peu baissé. Quelle est la question? D'un point de vue de la thérapie et de l'état de la connaissance de la sclérose en plaques, moi je vous le dis, comme beaucoup de domaines de la science, personne ne peut dire des choses avec certitude. Il y a des études qui sont statistiques. C'est bien que vous savez cet aspect-là. Moi j'étais dans une conférence internationale de sexologie, on parlait des troubles de l'érection, vous me pardonnez, voilà. Il a médecin quand il vient et dit, oui, les troubles de l'érection, il a le 80% de cause, c'est médical et biologique. Arrive le psychologue. Monsieur, madame, le 80% des causes des troubles de l'érection est psychologique. Bien. Et comment on fait? Ça, c'est une conférence internationale, attention, de sexologie, en année 1999 à Rome. Soit clair, ça, comme ça on a... Donc, il faut savoir que des fois, quand on présente des études, des statistiques, il y a plus de probabilités et des études dans lesquelles on commence à comprendre les choses. Alors déjà, il existe par rapport à la sclérose en plaques, il faut dire qu'on n'a pas une cause qui s'était découverte, sur laquelle cet aspect-là. Ce n'est pas comme la syndrome de Down, ce n'est pas la trisomie de chromosome 21, on le sait. Il a des chromosomes, le 21, il a un problème, c'est ça. Non, la sclérose en plaques, on ne le sait pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la thérapie? Normalement, la thérapie, on intervient dans deux éléments. Les causes et les effets. Sur la sclérose en plaques, on ne connaît pas les causes, on intervient sur les effets, sur la symptomatologie. De deux manières, soit on cherche de diminuer l'intensité des symptomatologies, la douleur, l'espace, l'intensité de ça. Oui? Oui. Et après, et de l'autre côté, les causes. Donc, dans l'état de la thérapie aujourd'hui, on cherche de diminuer l'intensité des symptomatologies. C'est bien savoir ça. Okay? Mais on ne sait pas les causes. Les causes, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup de mythes, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai lu? La sclérose en plaques est due à des métaux dans l'organisme. La sclérose en plaques est due à un problème d'artère qui touche le cerveau. C'est dû, il y a beaucoup. Comment? Oui, docteur. Oui. Comment? Il a un problème de circulation. Il y a des gens qui disent même d'être opérés, d'être guéris de ça. Il y a des gens qui disent d'être même... ils ont fait un traitement au niveau des métaux, ils sont guéris. Il y a beaucoup de mythes. Après, je me permets d'ajouter une chose. La sclérose en plaques, il était déjà diagnostiqué avant certains vaccins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc on intervient sur les effets. Okay? Donc, attention, en conseil pratique, voyez la personne que vous avez en face, parce qu'au-delà de professionnel, vous avez l'être humain. Et l'être humain est l'aspect le plus important. Si vous trouvez quelqu'un qui s'en fiche de vous, il ne dit pas des choses avec le cœur. S'il est quelqu'un d'intéressé et vraiment passionné, attentif à vous, c'est évident qu'avant de dire les choses, il pense 2 ou 3 fois. Okay, ça c'est important. Donc déjà, au premier élément, évaluer bien le professionnel et voir s'il est attentif, si c'est dans le temps, s'il est à l'écoute, s'il est prêt à répondre à toutes les questions, il n'est pas évasif. Donc déjà, ça c'est très important. Okay? Deuxième chose, un autre aspect que je voulais souligner aussi, c'est l'aspect de la transmission de la maladie. On a entendu, on a honte de transmettre la maladie, de la transmission. Moi je me dis,
ça ne concerne pas seulement la sclérose en plaques. Hein. Toutes les maladies, même psychiques, on a peur de les transmettre. Mais parce qu'il est en cause, là, que c'est inscrit à l'intérieur de nous. Hein. Dans l'Antiquité, la maladie, c'est une pollution divine. Si vous êtes malade, parce que le Dieu, il va vous punir. Donc, on a à l'intérieur de nous une idée que la maladie, on la mérite. Hein. On la mérite. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans l'Antiquité? Ben, on était malade, il avait un trouble mental, on priait. On priait la divinité pour faire manière qu'on pourrait guérir. Donc, on a encore, même si on est dans l'état laïque, certains, même si on n'a pas de croyances, à l'intérieur de nous, une idée un peu que la maladie et notre comportement soient forcément liés. Et donc, un peu, si on est malade, c'est un peu notre faute. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un peu pour intervenir, pour dire certaines choses. Après, à travers les questions, on peut absolument retourner sur certains aspects. Alors, je vais intervenir à partir des points spécifiques sur les troubles cognitifs. Hein. Je vais expliquer ça. Hein. Alors, d'abord, je fais un peu le tour de tous les arguments que je vais affronter, de manière brève, hein, je vous rassure. Je vais parler de 3 histoires. Après, je vais parler des problèmes cognitifs et de la fatigue. Après, des problèmes cognitifs et de la fatigue dans le quotidien. Certains, je vais vous donner certains conseils de le quotidien. Et après, je vais parler de la relation entre la secte et le psychologue. Ok? Ça va? On commence. Donc, alors, 3 histoires. La première histoire parle d'un gamin en Italie qui va tous les étés avec ses parents dans la région d'Italie et connaît un oncle qui bouge un peu bizarrement, mal avec sa jambe, nous ne comprenons pas, qu'est-ce qu'il y a, ben, toi quoi, c'est moi, hein. Voilà. C'est mon histoire avec la sclérose en plaques, donc je suis petit, depuis petit je connais un monsieur très brillant, sympa, drôle, comme tous les gens de la sclérose en plaques. Et très actifs, ça c'est un autre aspect très intéressant. Normalement, les gens de la sclérose en plaques sont des gens qui sont vécus très actifs. Hein. Et on se rend compte qu'ils ne bougent pas trop bien, pas trop mal, on comprend bien pas trop qu'est-ce qu'il y a comme maladie. Et il dit, ben, il a sclérose en plaques. Bon. Ça passe des années, et je viens d'ici. Et donc j'ai la possibilité de voir plusieurs personnes avec la sclérose en plaques. À partir de ma belle-mère, Geneviève, qui est en face de moi. Et donc, on se rend compte, je retourne en contact avec la sclérose en plaques et je décide d'intervenir dans l'association depuis 2011 et on fait un partenariat dans mon cabinet qui est ici au point médical. Donc, c'est bien, vous le savez, on a un partenariat avec l'OFSEP. Les personnes qui viennent au cabinet, ils sont de réduction, ils sont en partenariat avec mon cabinet. Ça, c'est très important. Donc j'ai eu la possibilité de voir beaucoup de vous, voilà, je vous connais, et donc de me faire une idée. Mais avant de ça, j'aimerais vous parler de la deuxième histoire, hein, que c'est l'histoire qui parle de Beaune. À côté de Beaune, vous avez les hospices de Beaune. Hein. Ces hospices étaient très connus en 1800. Les gens ils restaient là-bas, ils dormaient. Hein? La clinique, c'était quoi? L'observation de malade dans son lit. Cliné, en grec, ça signifie lit. Donc, on avait les hospices de Beaune. Mais ce n'était pas l'hospice plus intéressant en 1800. C'était l'hospice de la Salpêtrière, hein, à Paris. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Martin Charcot. Entendu? Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur-là? Il fait des études sous son hospice, dans son hospice, et fait une publication qui s'appelle Leçons sur les maladies nerveuses, 1862. Et dit, avant moi, on ne connaissait pas trop cette maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Seulement avant moi, alors, sur la sclérose en plaques, on ne savait pas trop. Oui, lui, il fait cette étude, et dans le 12e chapitre de 3, il parle presque dans tout le 12e chapitre de la sclérose en plaques. Avant lui, personne ne parle de ça. Il avait seulement un monsieur qui a publié une atlas anatomique qui parle de la sclérose en plaques, qu'on voyait.
Eh bien lui, qu'est-ce qu'il dit? Jean-Martin Charcot dit, personne ne connaît cette maladie-là. Ça s'appelle, moi je le dis le nom complet, hein. Ça s'appelle sclérose aux plaques disséminées, parce que les plaques sont pas partout. Hein. Ça s'appelle comme ça c'est le nom complet. Il dit, vous savez, la majeure partie des médecins, à mon époque, ils ne connaissent pas du tout cette maladie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec une personne, un grand médecin, et j'ai fait voir une malade de sclérose aux plaques. Et on a cherché de faire des diagnostics. Alors, arrive, le médecin dit, son monsieur, il a une paralyse. Jean-Martin Charcot dit, non, il n'a pas une paralyse. Ah, bon, il a une demence. Ah, non, 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 pas de tout. Bah, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, voilà, monsieur, il a une sclérose en plaques. Et vous ne le connaissez pas. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Parce que déjà à l'époque de Jean-Martin Charcot, on a un problème à diagnostiquer les scléroses en plaques. C'était ça la question. C'est passé plus d'un siècle. Moi, je veux dire, les choses ne sont pas trop avancées parce que moi, j'ai une dame qui est venue dans mon cabinet. Elle m'a dit, monsieur, c'était envoyé par Cathy, je me rappelle. J'ai une sclérose en plaques. Peut-être. Soit j'ai une sclérose en plaques, soit j'ai une maladie infective. Donc, mes médecins, ils n'arrivent pas à comprendre si j'ai une sclérose en plaques ou une maladie infective. Bon, j'arrive à comprendre. Pourquoi je parle de cet aspect-là? Parce que c'est une des problématiques de la maladie de sclérose en plaques. Il a des symptomatologies qui sont progressives et pas trop évidentes. Et ça apporte des problèmes d'un point de vue de la reconnaissance sociale. Alors, qu'est-ce qu'il a dans cette maladie de sclérose en plaques? Il a deux classes de symptomatologie. Des troubles cognitifs et des troubles non cognitifs. On va expliquer, hein, on est dans la troisième histoire. C'est quoi les troubles non cognitifs? Ben, toutes les choses que ça concerne le corps. Donc, voilà, problème d'équilibre, problème de la sensibilité, de la motricité. Ah bon, on le connaît. Après, il y a les autres, les troubles cognitifs. C'est quoi ces troubles cognitifs? C'est quoi ces gros mots? Cognitifs. Ça a monté dans les années 67 en Amérique. Un médecin publie un bouquin qui s'appelle La psychologie cognitiviste. Pourquoi il publie, il s'appelle Lester, pourquoi il publie cette œuvre? Parce que ce monsieur, il dit, bon, normalement, on n'étudie pas ce qu'il a dans le cerveau des gens. Nous, on considère les gens comme des ordinateurs qui élaborent des informations. Et donc, cette élaboration de l'information s'appelle cognition. Mais en réalité, nous, on considère cognitive tous les processus mentaux, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Alors, les processus cognitifs, soient clairs, c'est tout ce que ça passe à l'intérieur du cerveau. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a l'apprentissage, il y a l'attention, il y a la mémoire, il y a le langage, il y a la planification des activités, il y a la pensée. Alors vous pouvez me poser la question. La personne malade de sclérose en plaques, il a trouble de l'attention? Oui. 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 Trouble de la mémoire? Oui. Trouble de la planification de son organisation de Ouais. sa journée? Oui. Oui. Est-ce qu'il a une difficulté à faire des calculs? Oui. Ouais. Vous l'avez tous, hein? C'est ça. Pourquoi? Parce que je retourne à ce que disait Jean-Martin Charcot. Sclérose en plaques disséminées, c'est-à-dire les plaques qui sont partout dans le cerveau. Et ça dépend de la zone du cerveau qui est touchée. Vous avez un trouble de langage, vous avez un trouble de l'attention, vous avez un trouble de connexion entre les idées qui s'appelle la pensée. Pourquoi j'ai fait la pause? Excusez-moi. Parce que le plus grand problème de la sclérose en plaques, c'est l'attention. Nous, on pense de la mémoire. Ah non, c'est l'attention, parce qu'on peut mémoriser les choses quand on est attentif. Si on n'est pas attentif, on ne peut pas mémoriser les choses. C'est pour ça qu'on a fait un bon séminaire avec l'AFSEM sur les troubles de la mémoire. Mais en réalité, c'est une question d'attention. Alors, la première chose, dans le quotidien de la personne malade de sclérose en plaques, est tenir l'attention pendant beaucoup de temps avec une activité complexe. Alors, qui a la sclérose en plaques, il ne peut pas être attentif 2-3 heures. D'accord. On ne peut pas faire des activités trop prolongées, trop complexes d'un point de vue mental. Pourquoi? Parce que notre cerveau est touché par plusieurs aspects dans sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, les conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois?
Non. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut absolument être attentif à une conférence sur les maths, sur la physique complexe pendant plus de 3 heures? Non. Des activités très brèves, l'attention doit être minimum et garder surtout une certaine temps de l'attention. Donc, je dis, quelqu'un de vous, il connaît déjà ces règles, il faut faire une chose à la fois. Quand on a la sclérose en plaques, il faut faire une chose à la fois. Ça, c'est très important. Il faut faire une chose à la fois, il ne faut pas faire les choses au même moment, c'est pas possible. Et être attentif pendant des activités qui ne prévoient pas trop une activité longue. Donc, lire un bouquin, ça va, des histoires très brèves, pas trop longues. Hein. Ça, c'est très important. Et d'un point de vue de la mémoire, il ne faut pas retenir trop chaud dans sa tête. Donc, n'hésitez pas à utiliser des chronomètres, n'hésitez pas à utiliser un calendrier. Moins chose vous utilisez dans votre tête, et moins vous avez des difficultés à la retenir. Alors ça, c'est très important. Après, il y a un autre aspect, et c'est très important, et pour lequel ça concerne l'intervention de psychologue. On est au dernier point de mon intervention. Qu'est-ce qu'il fait le psychologue avec la sclérose en plaques? Alors, il s'occupe de conseils, orientation et soutien. Alors déjà, un problème de la sclérose en plaques, ce n'est pas la sclérose en plaques en soi. Moi, j'ai entendu un discours ici qui c'est, oui, comment on utilise les médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire. Le problème de la sclérose en plaques est la perception sociale de la sclérose en plaques, première chose. Comme les familles, ils vont accompagner la sclérose en plaques, donc ce n'est pas seulement un problème de malade, c'est un problème social. Ça, c'est un aspect très important. Et le psychologue, il est là pour vous soutenir. Vous parlez de guerre. C'est une guerre si, autour de nous, on a une guerre. C'est-à-dire, moi, une guerre, si les gens nous aident, c'est compte de certaines choses. Et même au niveau du travail, c'est une d'autres problèmes. Normalement, les personnes qui sont à la sclérose en plaques, ils cachent question de cette maladie-là, parce qu'il n'a pas une forme de compréhension de la maladie, même au supermarché. Plusieurs fois, vous êtes dans la queue au supermarché, et bien, il y a des gens qui ont mis en doute le fait que vous êtes malade, voilà, c'est ça, c'est la perception aussi sociale. Moi, je vous le dis tout de suite, il faut parler de la maladie, parce que plus on parle, et moins devient, un tabou social. Le problème n'est pas seulement de la sclérose en plaques. Le problème est que la société, elle n'aime pas la maladie. Pas la sclérose en plaques. La société, elle aime bien se voir bien solide, qu'il n'a pas de maladie. La maladie, on ne parle pas. La mort, on ne parle pas. Donc, l'idée est de parler de plus en plus de cet argument-là pour le rendre moins un tabou. Parce que la guerre est ça. La guerre n'est pas seulement le médicament. La guerre, et beaucoup de gens me disent, quand ils viennent au cabinet, ils doivent expliquer toutes les fois la maladie, voir les têtes des gens qui ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre, qu'ils mis en doute, la fatigue surtout. Hein. La fatigue, voilà, tu es paresseux, tu n'es pas motivé. Non, c'est une symptomatologie, il faut bien le souligner. Avoir la force de le dire, pas seulement les personnes malades de la sclérose en plaques, mais de plus en plus les professionnels. Donc, je veux qu'on parle moins aussi des traitements, mais aussi de comment on gère la maladie. Voilà, c'est ça, le rôle du psychologue, aider à gérer la maladie, parce que nous, on est trop habitués à avoir l'idée que la maladie, on doit guérir de maladie. Mais on n'est pas habitué à l'idée de comment vivre avec la maladie. Que c'est un aspect plus important, de comment avoir une bonne qualité de vie avec la maladie. Et c'est ça mon rôle. Mon rôle est de faire manière qu'avec la maladie, on n'arrive pas à renoncer à des choses, aller au cinéma, aux relations de couple, aller au restaurant, comment on peut faire toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui fait mal? C'est ça la question qui s'est sortie. Oui, comment je peux parler de la maladie? Le problème qui fait peur aux gens, ce n'est pas la maladie en soi, et comment il va changer notre vie surtout. C'est ça qui fait peur. Ok, maintenant j'ai la sclérose en plaques, et ma vie est foutue. Moi, j'ai un monsieur qui est venu au cabinet, il a dit, bon, j'ai la sclérose en plaques, c'est fini, hein, les filles. Il a 34 ans. Il est beau, hein. Non, c'est pas fini, les filles. C'est pas vrai, c'est pas fini. Est-ce que je peux aller au restaurant? Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on s'organise souvent avec Cathy pour aller dans les restaurants dans lesquels il y a des toilettes à côté, dans lesquels on a une accessibilité? Oui, c'est comme ça, avec toutes des stratégies.
Donc il faut arrêter, c'est pas la personne qui a la sclérose en plaques qui doit se cacher, on doit faire manière de faire bouger la société qui accepte certaines choses. Ça c'est mon rôle. D'abord, on peut gagner et affronter une maladie quand on l'accepte. Et quand on l'accepte, on arrive à utiliser des stratégies. Voilà. Et ça c'est très important. Donc le rôle est l'acceptation, le rôle est de trouver une vie la plus saine possible, même avec la maladie, et surtout permettre à la personne qui a la sclérose en plaques de parler avec les autres et pas de se cacher. C'est ça la chose pire, le fait d'être isolé. C'est pour ça qu'il fait une activité avec l'association. Parce que, moi je dis une chose, déjà Jean-Martin Chanco, on parlait des différentes causes et différents facteurs pour empirer la maladie. Moi je le dis, facteurs psychologiques. Hein. Toutes les personnes qui sont tous, hein, moi j'ai un bel pourcentage, 100% des gens qui sont venus dans mon cabinet, ils sont une dégénération, hein, des poussées, après du stress, après des facteurs très difficiles dans leur vie. Pour moi, ce n'est pas l'hasard, excusez-moi. Et déjà, Jean-Martin Chanco, il parle des facteurs psychologiques. Dommage que c'était mais ça, il laisse tomber, ça, c'est évident, il n'intervient pas sous ça. Donc, et donc, mon rôle aussi, l'aspect préventif, parce que dans le moment que vous avez aussi de pénètre d'un point de vue de votre vie, eh bien, il a moins poussé, comme par hasard. Il a, pas 100%, mais il a absolument une joie entente, voilà. Tous les fois qu'il a des stress et des facteurs difficiles, il a des choses qui vont empirer, et quand on a une vie un peu plus tranquille, je vois les gens qui vont mieux, comme par hasard. Donc il a cet aspect aussi, ça, que c'est important. Voilà. Donc, comme je peux finir mon intervention, il ne faut pas se cacher, il faut lutter, parce que la société accepte l'idée de la maladie, qu'elle se réveille. L'être humain, moi je veux un peu changer aux statistiques. Les sangs ne sont pas beaucoup. La majeure partie des gens sont malades, hein, je vous le dis. C'est énorme. Chacun de nous, il a des petites maladies. On doit sortir de cette illusion. La maladie fait partie de la vie comme la mort. C'est la santé, qui c'est un aspect très, très, très rare. Et notre but est de faire manière qu'on se réveille un peu de cette illusion. Et dans le moment qu'on commence à parler un peu de la vie réelle des gens, alors on peut intervenir. Merci, et si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Merci, docteur Pichitelli. Dommage que vous habitiez si loin, parce que je pense que vous êtes un excellent médecin de l'âme. Et ça fait du bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Si vous en avez, posez-les. Et après, on vous réserve une surprise. Alors, il faut que le timing soit serré. Merci. J'avais vu quelqu'un, mais vous voulez poser des questions? Oui, non? La réponse est donné. C'est donné. Ah, non. Vous dites qu'effectivement, il faut prévenir, il faut parler qu'on a la sclérose en plaques, ou peu importe une autre pathologie. Je pense que, pour l'avoir vécu de près, c'est pas facile, parce que quand on commence à le dire, ça veut dire que c'est vrai aussi. Et on le sait, mais on ne veut pas, ça veut complètement dire, c'est savoir, quelque part. Et c'est vrai que c'est un travail selon qu'on continue justement un travail, ou qu'on est à la retraite, ou qu'on est très jeune, la réaction n'est certainement pas la même, c'est évident. Je ne sais pas comment on peut aider les gens, justement, comme ça. Alors, moi j'ai dit une chose qui est très importante. Alors, ça fait peur être seul en face à la maladie. Moi je me suis confronté avec des gens aussi qui sont le cancer. Ça change tout. Si vous êtes seul en face à la maladie, vous vous sentez entouré. Le fait qu'il y a des gens autour de vous, ça vous donne une force. Okay? Donc, c'est évident qu'affronter la maladie en général, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas si vous sentez que vous êtes seul. Si vous sentez que vous êtes soutenu, que vous avez quelqu'un autour, je ne dis pas que c'est simple, au moins vous sentez qu'il a de la force que de donner.
à côté. Donc, moi je pense qu'il a complètement une belle différence quand vous sentez seul et quand il a de soutien autour de vous. Et quand vous ne devez pas faire l'autre continue à expliquer des choses, à vous justifier. Parce que moi j'ai entendu des choses, genre, voilà, vous êtes malade. Moi je vous le dis à malais concret. Des fois, la sclérose en plaques, comme toutes les maladies, il vous dit les gens qui sont autour de vous. Quand vous êtes malade, comme par hasard, certains amis, ils s'en vont. Et la même démarrage qui est fini. Moi, c'était point, je dis, d'un côté c'est mal, d'un côté c'est bien. Parce que les personnes qui sont pourries autour de nous, c'est pas bien. Parle longtemps avec des gens qui sont avec nous, seulement que ça va tout bien. Bah, c'est ça, c'est pas l'amour, excusez-moi. Donc, d'un côté, effectivement, on est dans le paradoxe. Des fois, les maladies ouvrent les yeux. Et moi, j'ai entendu au cabinet des gens qui au début, sont venus avec l'idée qu'il n'était pas trop content d'avoir la sclérose en plaques. Ils sont même presque arrivés, c'est pas mes mots. Bah, aujourd'hui, je suis presque contente parce que j'ai changé ma perspective. Et moi, je dis que des fois, la maladie ouvre les yeux, même autour de nous. Donc, pourquoi pas, mon idée aussi avec les gens qui sont la sclérose en plaques est de pouvoir ensemble un projet de vie dans lequel on voit notre vie différente, avec un rythme différent. Des fois, la maladie intervient dans beaucoup de cas dans le monde, que vous avez une vie très chaotique. Et comme par hasard de la maladie, la sclérose en plaques, il intervient, et votre vie a un rythme différent. Des fois, je pense que la maladie a raison, parce qu'il faut considérer aussi quel est le rythme psychologique qu'il faut avoir dans la vie. Donc, pourquoi pas, des fois, l'idée de considérer la vie avec un autre rythme, avec une autre idée, une autre manière de se relationner avec les autres. On parlait de l'idée de l'attention. Bah, excusez-moi, moi j'ai fait une pause. Bah, il y a des gens, moi j'ai assisté à des conférences dans lesquelles les gens s'en fichent de vous et parlent. C'est pas possible. Ça, donc c'est même une idée de la qualité de la vie, pas de la quantité. Moi j'entends souvent ce discours de la quantité, combien de temps on va vivre. Non, le travail du psychologue est de travailler sur la qualité de la vie. Voilà. Et moi, j'aime bien souligner la qualité de la relation, la qualité de l'attention, la qualité des choses qu'on fait. Okay? Oui. Alors, moi, j'avais une deuxième question qui est, vous avez parlé de la fatigue, de la mémoire, de la concentration, donc au sens mental. Hein. Qu'est-ce que vous préconisez à faire comme exercice je sais pas, vous avez parlé de lecture à un moment donné, mais que ce soit de courte durée. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, courte durée, des nouvelles. Est-ce que c'est faire des mots croisés? Est-ce que c'est ceci, cela? Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, déjà, quand je parle de trouble de la pensée, c'est la capacité de mettre ensemble des idées. Pas tous les gens qui sont la sclérose en plaques qui sont ça, mais il y a certains qui sont. Même au niveau de l'attention comporte le fait que d'abord on est motivé. Donc première chose, faites des choses qui vous plaisent vraiment. Moi c'est un aspect très important parce que la motivation compte. Donc faire quelque chose qui plaise, ça aide déjà. Il faut commencer à lever des activités, il ne faut pas s'efforcer quand on a une maladie. Déjà normalement c'est comme ça. Hein. Mais quand vous avez la sclérose en plaques, il faut absolument faire que vous plaise, à profiter, ça c'est très important. Parce que la motivation aide à être attentif, première chose. La courte durée, c'est très simple. Si vous avez un bouquin qui est comme ça, un bouquin qui est une histoire, comme l'histoire de La Fontaine, qui sert de 3 pages, c'est pas la même chose. Une petite histoire, bref. Même vous liez une histoire à un enfant, c'est des histoires brèves. Des petites histoires, vraiment au niveau quantitatif. On a besoin d'un sens complet tout de suite. Lire des grands romans, c'est très difficile parce qu'il doit reprendre la logique des choses qu'on a vues de la dernière fois. Moi, j'ai l'impression qu'il m'a dit oui, j'ai lu le roman, mais j'oublie toujours qu'est-ce qu'on a perdu. Donc, des brèves histoires. Et même, même des sketchs à la télé. Je ne vais pas faire la pub, ma scène de ménage. C'est très bien, mais là, continue. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est frustré. On est frustré quand on voit un film, on ne comprend rien. Quand on lit des choses, on porte des aspects. On ne doit pas être frustré, c'est pas ça. C'est l'idée d'approfiter de certaines choses. Moi je dis c'est inutile. Il faut lire des romans énormes, il faut lire des vraies histoires et voir à la télé des choses qui soient compréhensibles, pas ambiguës.
ça aide parce qu'on doit avoir même le plaisir de faire les choses. Ça c'est important. Est-ce que déjà j'ai répondu à ça? Un aspect par rapport à Oui, ce qui a été le évoqué. micro, c'est comme ça. L'aspect de l'environnement social qui est important. Et on est dans un monde effectivement de performance maintenant, globalement. Et pour ceux qui veulent continuer à travailler, c'est quand même très difficile parce que être dans une équipe, avoir le sentiment qu'on devient le boulet de l'équipe, c'est très difficile à supporter. Et moi, je l'ai connu. Là, j'ai actuellement quelques amis qui sont dans cette situation-là. C'est vraiment difficile parce que ce soit au niveau de la médecine du travail ou de la sécurité sociale des médecins conseils, c'est compliqué. Et localement, avec la hiérarchie de ces personnes-là, j'en ai deux qui sortaient d'ailleurs de milieu hospitalier, on pourrait penser que c'est mieux, mais c'est pas mieux. Donc il y a vraiment un environnement social qui est très important, et la mauvaise perception de la maladie, de ne pas comprendre la fatigue, la fatigabilité, c'est vraiment un gros problème pour les malades, je crois. Et ça, on y est confronté avec nos adhérents localement, et c'est vrai que eux sont démunis et subissent une pression du résultat, pression obligation. Moi j'ai une aide-soignante qui travaille en gériatrie, la médecine du travail ne veut pas qu'elle continue à travailler à plein temps, et le médecin conseil dit si, vous allez travailler à plein temps. Et plus son chef de service qui en rajoute, elle a une pression, alors bien évidemment, sa santé se dégrade, parce qu'il y a un stress très important. Et donc, on a enclenché, pas le cercle vertueux cette fois, mais l'inverse. Alors, est-ce que vous connaissez c'est quoi un délire à deux? Délire à deux, moi je dis n'importe quoi, et l'autre, il est d'accord avec moi. C'est notre cas. C'est-à-dire, existe dans les institutions, dans tous les groupes, qu'est-ce qu'on appelle un fantasme groupal. C'est quoi un fantasme groupal? Une idée qui circule. Par exemple, chez les militaires, moi j'ai travaillé à la Croix-Rouge, il a une idée que tout le monde y partage, un désir plutôt, pas en réalité, qu'on est immortel. Si vous vous confrontez avec un militaire et vous dites, faites gaffe, tu vas en face à la guerre, tu as un trouble, hein. C'est-à-dire, en face à la guerre, tu as des enfants égorgés, tu ne dors pas la nuit, tu ne vas pas travailler, il ne veut pas être confronté avec ça. Hein. Il ne veut pas. Parce que beaucoup d'institutions, ils se tiennent sur des idées partagées, qui ne correspondent pas à la réalité, mais à leur désir. Par exemple, à l'école, il a un fantasme qui était partagé, nous on prend sous le dos tous les problèmes de la société. Et donc, vous avez souvent, moi j'ai même des enseignants qui viennent dans mon cabinet, et bien il a des enseignantes qui doivent s'occuper des enfants autistes à l'école. Et moi je suis là, j'ai dit, quelle formation ils sont ces gens-là? Donc, il faut être attentif à cet aspect-là, parce que ce n'est pas seulement le problème de la personne de la sclérose en plaques, c'est le problème de tout le monde qui va au travail. Tout le monde, encore plus avec la personne qui a la sclérose en plaques. C'est un peu se passer la patate bouillante, je vous le dis, c'est-à-dire, on cherche de donner à quelqu'un, à le pauvre, qui est au-dessus de nous, le problème, mais on ne le résout pas. On est dans cette illusion globale, on ne voit pas la réalité, on ne veut pas voir la réalité. Je vous ai déjà dit que la société n'accepte pas l'idée de la maladie. Donc quand vous confrontez avec quelqu'un de malade, tu es qui? Non, je ne veux pas. Donc on doit faire ce passage qui est important. Quand quelqu'un nous dit n'importe quoi, on ne doit pas être avec lui. Et donc c'est la bataille avec la médecine légale, la médecine du travail aussi. Moi, je vous le dis à Marie Conquer, il a une dame qui est venue au cabinet, elle était dans son bureau, un monsieur, il est rentré, il a détruit tout autour de lui. La dame, elle était stressée, elle avait peur parce que justement la personne l'avait menacée. Donc elle est venue chez moi, elle m'a dit, bon, aidez-moi à résoudre ce problème, je veux arrêter d'avoir peur. Et moi j'ai dit, vous avez parlé avec votre hiérarchie de fait qu'il a eu un messier qui est rentré dans votre bureau et là, avec un marteau cassé tout, il va menacer de mort. Oui, elle m'a dit que c'est mon problème. Le problème, c'est elle. Quel est le problème? C'est de qui? Moi, je vous le dis à manière concrète. Le problème est de sa hiérarchie, c'est des militaires, je vous le dis, qui ne voulaient pas de tout bouger les fesses, vous devez être gentil, et renvoie le problème à la personne, je vous le dis. C'est le bouc émissaire, c'est ça la dynamique du bouc émissaire. C'est quoi? Une communauté
Il a un problème, il le donne à la personne, parce qu'il préfère que la personne il a le problème plutôt que se réorganiser. C'est une dynamique sociale. Vous devez savoir ça. Dans le travail, il a ce qu'on appelle un fantasme groupal. Si vous vous permettez un minimum avoir une idée différente de groupe, vous êtes exclu. Ça, c'est une dynamique. Donc vous devez savoir ça. Depuis que l'homme est primitif, ben, le nationalisme est même ça. Hein. Nous, les Français, les Italiens, on est les meilleurs, et bien le pire à l'Est. Voilà. Comme ça, on est soudés. C'est vrai, exprès. Beaucoup de rites. Le bouc émissaire, c'était ça. Hein. Une communauté se réunissait, ils mettaient tous les péchés sur un bouc, après ils l'exiliaient. Et comme ça, on peut recommencer notre vie. Donc tout, même à l'école. Pour les enfants sont tapés à l'école, ils viennent dans mon cabinet, personne ne voit rien. Bon, c'est l'harcèlement à l'école. Personne ne voit rien, il faut mûr. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas affronter le problème. Donc, c'est pas que quelqu'un ne veut pas affronter le problème et qu'il nous dit oui, il a raison. Non, non. Il veut défendre son point de vue sans défense. Et nous, face aux défenses, on ne doit pas être complice. On doit savoir ça. Donc, on doit s'armer à travers l'activité des associations. Mais que je veux le dire à Mané-Conquer, pensez pas que les lois, ils viennent des parlementaires, cette blague. Les lois, elles viennent parce que les associations font pression. C'est vrai ou pas? C'est absolument ça. Donc, si c'est pour eux, je veux le dire à Mané-Conquer, c'est tout tranquille. Moi, je vous le dis, déjà dans la perception, vous savez, au point médical, on a mis des poignées à la porte, ben, les gens disent, bon, mais pourquoi on doit faire des travaux pour les personnes handicapées, comme ça? Mais je dis, c'est pas la pire personne qui a dit ça, je le dis, une personne tranquille. Je dis, mais pourquoi on doit faire sur une minorité? Et alors, c'est bon. C'est quoi cette idée que la minorité peut crever? C'est quoi? Toi, c'est une idée, on doit raisonner sur notre idée d'être ensemble. Soit on se respecte, soit chacun il reste dans son coin, on s'en fiche des autres. Voilà. Et ça, c'est un aspect plus important. Et je peux assurer que la question n'est pas de travailler seulement sur les personnes malades de pas qui travaillent même sur les dirigeants. Ben, il y a des gens qui viennent au cabinet. Le problème, c'est que les gens qui viennent au cabinet, moi je le dis, sont les meilleurs. Parce qu'au moins, ils sont le problème et travaillent dessus. Mais les personnes qui ne viennent pas au cabinet, ils sont même des dirigeants. Je vous dis, il a des fous, vraiment, je vous le dis. Moi, quand j'étais à la fac, ma compagne, il me faisait la liste de ces dirigeants, j'avais tous les troubles, hein, je l'avais là. Hein. Il avait l'habitude de créer sur les gens, de lancer des objets, moi je ne pense pas que c'est ça. Hein. Et vous vous surprenez qu'il a de la pression. Vous savez, moi je me suis présenté au point médical, et il y a un monsieur qui a dit, oui, faites-moi part de mon temps, moi j'ai 3 mariages, des femmes à donner de l'argent. Bien, bravo, bien fait. Donc tu travailles pour payer tes femmes. L'idée de vivre en relation meilleure, non. Hein, ils sont des gens, des fois, le problème est que vous l'avez ça comme chef. Quand on a des pouvoirs et on peut décider pour les autres, se pose la question de qui est au pouvoir, qui a une certaine responsabilité, s'il a une certaine capacité psychologique. Et la capacité psychologique, c'est important. Quand je vous parlais d'un médecin, comment il faut choisir le médecin? Ça dépend de la personne que vous avez. Je retourne sur cet aspect-là. Si vous êtes une personne honnête, vous ne pouvez pas mentir à la personne que vous avez en face. Vous ne jouez pas, vous ne faites pas des jeux de pourcentage. Oui, bon, ok, ça va. J'ai vu qu'on a ce nouveau médicament, que ça marche. Oui, il a des effets secondaires, on ne sait pas trop. J'ai dame qui est venu au cabinet, il n'arrivait pas à écrire, il n'arrivait pas à se rappeler les choses. Il dit, j'arrive pas, j'ai peur. Il dit, excusez-moi, vous avez vu quel médicament vous prenez? Non, on va voir ensemble les médicaments. C'était des effets secondaires des médicaments. Et donc, quand il est en face au travail, il pensait d'être pas capable de s'occuper de son travail. En réalité, c'était l'effet secondaire des médicaments. Alors, si le médecin il est sérieux, il dit ces choses-là, il prévient. Et c'est important qu'il ait une communication au niveau du travail, parce que si vous avez des problèmes d'attention et de fatigue, si votre chef il ne sait pas qu'il a une maladie derrière, il dit vous êtes démotivé, vous êtes quelqu'un de pas intéressé, vous n'êtes pas équipe, vous êtes quelqu'un de paresseux, voilà. C'est pour ça que c'est important d'en parler, même si c'est fait mal. Parce qu'il faut ôter les préjugés. Il ne faut pas donner
au chef des possibilités d'être contre nous. C'est une chose dans laquelle on doit évoluer. Ce n'est pas seulement question d'esclaves plat, comme moi j'ai une dame qui travaille à la poste, elle avait des problèmes au dos, il a traité en tumeur. Eh bien, son chef, il a fait de tout pour l'empêcher d'avoir les meilleures conditions de travail. On l'a dû presque menacer. C'est ça, c'est une bataille, mais qu'il y a des gens qui ne veulent pas affronter la maladie des choses. C'est une bataille faite à travers un travail d'équipe, c'est-à-dire les psychologues, les personnes des associations, les juristes, tout ensemble, on doit faire en manière qu'ils évoluent, pas seulement les médicaments, mais tout, un contexte, c'est une perception de la maladie et une manière d'affronter les choses. Et je pense que le travail de l'association est très important, des associations. Et notre chose est très importante, et c'est bien d'être dans les associations parce qu'on est ensemble. Et quand on est ensemble, eh bien on affronte, on gagne, on avance, et c'est très important. Et même d'un point de vue politique, entendre qu'il y a 10 personnes qui sont embêtées aux 10 000, aux 10 millions de personnes, ça commence à machiner. Alors on a les lois, alors on a les services. Au temps de Charcot, il avait des livres pour la sclérose en plaques. Aujourd'hui, je veux savoir, 1800, c'était le cas. Lui, il était absolument content qu'il avait tous des livres, toutes des choses pour s'occuper de la sclérose en plaques. Parce que Jean-Martin Charcot, c'était une autorité. Après lui, on ne sait pas. Hein. On est où? D'autres questions? Voilà. Je vous remercie de votre attention. Hein? Merci énormément. C'était que des moments de richesse. Et c'est vrai que tous ici, ce qui nous réunit, c'est la sclérose en plaques. Et c'est vrai que c'est des moments ensemble. On est content, effectivement, ce que vous disiez, de ne pas être seul, de savoir qu'il y en a d'autres qui sont atteints de sclérose en plaques. Et ça crée réellement des moments intenses d'amitié. Alors, on a 2 petites surprises. Je vais demander à Donia et Valériane de venir, là, s'il vous plaît, et Marie Sturgis. Excusez-moi. Je suis l'assistante sociale. Bah oui. Alors là, franchement, désolée, Catherine. Alors là, désolée, excusez-moi. Donc du coup, mon intervention, elle saute? Non, non, elle ne saute pas du tout. Catherine, tu ne m'avais pas dit que l'assistante sociale était là. Pas vu, hein. Ah. Bah, je me suis fait discrète. Alors là, désolée.